Le paysage écologiste est en pleine ébullition. Vous avez sans doute suivi les tensions au sein des écologistes de Marine Tondelier ces derniers mois. Entre stratégie d'alliance, primaire et choix de cap, la fracture est devenue réelle. Une fracture qui a donné naissance à un nouveau mouvement, les Verts populaires. Pour nous parler de cette écologie de rupture, j'ai le plaisir de recevoir un de ceux qui portent cette voix, Jérôme Glaise. Jérôme Glaise, bonjour. Vous étiez une figure bien connue des rangs parisiens des écologistes, vous en avez été exclu, et avec d'autres, vous avez décidé de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, pour comprendre, est-ce que vous créez une simple scission, ou est-ce que vous essayez, selon vos mots, de reconnecter l'écologie avec les classes populaires et la radicalité de gauche? On en parle tout de suite, c'est parti pour l'entretien. Jérôme Glaise, je le disais en introduction, vous avez été exclu du parti Les Écologistes, apparemment, dont vous étiez un des cadres. Vous parlez de rupture. Pour vous, est-ce que ce parti est devenu, à force de vouloir se recentrer, une simple succursale du Parti socialiste ? Oui, ça a été le point de départ de la rupture. Moi, je suis adhérent depuis 97 et a priori, j'étais exclu. J'attends d'avoir le courrier d'exclusion, mais on m'a dit que j'étais exclu. En tout cas, je suis vécu comme quelqu'un qui n'est plus membre des écologistes, alors que, comme je l'avais dit, moi, c'est mon parti qui m'a quitté. C'est pas moi qui ai quitté les écologistes. Oui, tout a commencé en fait en décembre, notamment à Paris, donc où les Verts, qui étaient donc depuis 1977 toujours en autonomie par rapport au Parti socialiste, ont décidé de partir avec le Parti socialiste. Et tout ça, donc, ça suivait donc avec plein d'autres villes, à Nantes, à Rennes, donc des villes où traditionnellement les écologistes partaient tout seuls, ou avec des Verts citoyennes et citoyens, comme on dit chez les écologistes, mais jamais avec la social-démocratie. Et ça a choqué beaucoup de gens. Et avec un autre élément très important aussi, ce qu'on disait nous, c'est qu'il y avait une contradiction entre ce qui pouvait se passer au niveau national, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale où les députés votent donc la motion de censure, alors que le Parti socialiste, au contraire, donc, a permis à ce que le gouvernement Macron puisse exister. Et cette contradiction, pour nous, elle était insupportable, d'où cette rupture. Vous prônez une alliance, en tout cas avec la France insoumise, alors même que les relations entre votre ancienne famille politique, maintenant, et les filles sont au plus bas. Je vous propose d'écouter un extrait de Marine Tondelier qui ne mâche pas ses mots sur Jean-Luc Mélenchon, et on en parle juste après. Et puis Jean-Luc Mélenchon a repris ce concept au vol. Et donc, je pense que quand on veut démontrer qu'il y a des gauches irréconciliables, ça conduit soit au choix d'opportunisme et de renoncement, comme l'a fait Emmanuel Valls ou d'autres socialistes, soit au sectarisme, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, par exemple, en adoptant des positions internationales bancales, voilà, mais qui permettent de dire, vous voyez, moi je pense ça, et on est irréconciliable. Ou de faire des jeux de mots scandaleux avec des non-juifs, par exemple. Mais à la fin, qu'est-ce que ça veut dire ? Que Jean-Luc Mélenchon pose des mines, comme dans un champ de bataille, il mine le champ de bataille. Est-ce que pour vous, comme elle, Jean-Luc Mélenchon pose des mines sur un champ de bataille ? Alors pour revenir sur la question d'avant, est-ce qu'on prône une alliance avec LFI ? Non. Nous, on prône l'alliance du NFP, en fait. C'est-à-dire que nous, on demande à ce que Marine Tondelier reste le trait d'union qui a permis de créer le NFP, parce qu'il faut se rappeler quand même de ce monde très tendu où le PS et LFI ne discutaient plus ensemble, et c'est elle qui a fait venir tout le monde dans le siège des écologistes pour qu'ils puissent discuter. Donc nous, c'est plutôt par rapport à ça qu'on se positionne. C'est-à-dire qu'elle a été le trait d'union, et comme elle ne l'est plus, donc en fait, on comble un vide qu'elle a créé elle-même. Et est-ce que justement, aujourd'hui, cette réconciliation, c'est pour ça d'ailleurs que j'imagine que vous créez les Verts populaires, elle vous semble impossible de se revenir à ce trait d'union qui était les écologistes, justement, en 2024 ? On ne peut pas dire qu'elle est impossible, elle est indispensable. C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Moi, j'ai toujours été donc dans l'unité de la gauche et des écologistes sur un programme clair. Donc, on est dans la continuité. Moi, je ne suis pas en rupture avec le passé des écologistes. Eux, ils sont en rupture. Et qu'ils aillent nous montrer qu'ils peuvent faire sans LFI. Ça n'a aucun sens. On l'a vu au niveau des municipales. Le deuxième tour des municipales, même les socialistes les plus réfractaires ont fait des alliances avec LFI parce qu'il n'y a pas d'alternative donc à faire sans LFI. Et réciproquement, aussi avec le Parti socialiste. Nous, on est toujours sur la ligne qu'ont défendu les écologistes. Rupture, radicalité, mais quand même, on sait qu'il faut faire avec tout le monde. Oui, parce qu'on a beaucoup entendu parler à un moment donné quand une partie des écologistes de Paris avait décidé de rejoindre la liste de Sophia Chikirou. Est-ce que c'est justement ce moment-là où vous avez été, entre guillemets, exclu du parti ? C'est quelque chose qui n'a pas été accepté par la direction, même si je crois que chez les Verts, il n'y a pas de consigne où tout le monde doit faire la même chose, forcément. Alors, pour montrer qu'il y a bien eu un cas particulier, notamment sur ma personne, parce que je suis adhérent depuis 97, c'est qu'il y a une logique chez
chez les écologistes qui sont un peu libertaires, c'est vrai qu'ils ne respectent pas souvent les consignes électorales, et il y a la suspension quand les gens font des choix différents. Et après, les gens sont réintégrés. Et un exemple par rapport à ça, c'est à Toulouse, où à Toulouse, les copains qui avaient dit « mais non, on part avec François Piquemal » ont été suspendus, et là, ils ont été réintégrés, puisque au deuxième tour, les écologistes ont dit finalement, c'est François Piquemal qui avait raison et qu'il ne fallait pas partir avec les partis socialistes. Donc c'est pour ça que là-dessus, il y a quand même, on veut viser, notamment, moi je suis quand même une figure un peu de la gauche, on a vu un peu de me viser en me disant, de m'empêcher de parler par rapport à ça. Donc je pense que leur problème, c'est qu'on est un peu leur Gepetto face à Pinocchio, c'est-à-dire on leur rappelle quand même ce qui ne va pas et qui devrait faire. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a Yannick Jadot qui fait pire, et qui, lui, il n'y a pas de problème, il n'est pas exclu, il n'est pas suspendu. Qu'est-ce qu'il fait, vous dites, il fait pire ? Lui, il est contre la primaire. Ouais. Il va contre la primaire, contre tout ce qui a été lancé donc, avec le pacte de Bagneux, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est le pacte, c'est le mot qui soit utilisé. Et derrière, il n'y a rien. Il fait un truc contre Marine Tondelier, et c'est bien plus grave ce qu'il fait, lui, que ce que nous on fait. Nous, on demande uniquement maintenir la ligne du NFP. Justement, au-delà de la stratégie, il y a des questions effectivement de méthode. Et Sandrine Rousseau a souvent pointé du doigt un fonctionnement interne bloqué, voire parfois toxique. Il y a un extrait, elle était dans une de nos émissions Le Fauteuil, que je vous invite d'ailleurs à regarder sur YouTube. Mais voici l'extrait de Sandrine Rousseau. La violence que j'ai subie à l'intérieur du parti est inadmissible, en réalité. Et que moi j'ai subi, c'est une chose. Parce que moi, j'ai encore le socle qui me permet de tenir, la notoriété, qui me permet de m'exprimer. Mais ce qu'ont subi certaines des personnes qui m'accompagnent dans le parti, c'est ultra trash. Et en fait, moi je pense par exemple à Harmonie Le Serre, qui a été désignée pour être candidate aux législatives. Elle a fait la photo, elle a fait la profession de foi, puis au dernier moment on lui a dit « Ah ben non, parce qu'il y a t'es rousseauiste, donc ça va être quelqu'un d'autre ». Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Donc non, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Ce climat a décrit Sandrine Rousseau, c'est-à-dire l'exclusion, ou en tout cas la mise au banc de ceux qui pensent différemment, et fini, c'est ce qui, comme vous dites, qui vous a poussé aussi à créer les Verts populaires. Est-ce que ce qu'elle décrit, c'est un peu ce que vous nous décrivez juste avant, où on met de côté ceux qui ne pensent pas la même chose, mais pas tous, la preuve, vous disiez tout à l'heure, Yannick Jadot. Elle a tout à fait raison, ça va être il y a une question assez violente sur la manière donc d'exclure les gens, c'est-à-dire que moi, j'ai pas reçu un coup de téléphone, je n'ai pas reçu un mail, du jour au lendemain, j'étais supprimé de toutes les listes, de toutes les boucles WhatsApp, d'un seul coup, boum, 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 tout disparaissait. Et ces gens n'ont pas le courage de téléphoner, alors que moi, j'avais prévenu ce que j'allais faire, hein, mais eux, ils n'ont pas le courage en même temps de dire « Mais Jérôme, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi toi qui es adhérente presque depuis 30 ans chez les écologistes, pourquoi tu fais ce chemin-là » Ils n'essaient pas de comprendre. Ils pensent qu'ils ont raison, qu'ils ont la vérité révélée. Et quand après, c'est d'autres personnes qui sont sur une autre stratégie, voilà. Le problème, c'est que même la ligne de Yannick Jadot devrait discuter. On devrait discuter. Moi, je discute presque plus avec Yannick Jadot qu'avec Marine Tondelier. Ce qui n'est pas normal. Dans un parti, on doit discuter, on doit trancher quand il y a des désaccords. Mais la discussion, ça fait partie du débat politique, même si on est dans un désaccord. Là, il n'y a pas de débat. Et là-dessus, Sandrine a tout à fait raison. Et ça a été encore pire ce week-end, parce que ça, c'était il y a la semaine dernière. Il y avait un conseil fédéral des écologistes où on l'accuse, en gros, de trahir, alors que d'autres font pire, parce que ce qu'elle demande, en fait, elle dit la même chose que nous, depuis l'intérieur, nous on le dit depuis l'extérieur, c'est que, mais pourquoi vous ne mettez pas LFI ? Pourquoi les 28 propositions n'ont pas été envoyées LFI ? Alors que c'est ça qui a permis à ces gens-là d'être élus députés. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Il n'y a plus vraiment, quand je vous entends, de place pour la contradiction chez les écologistes. Pourtant, j'ai longtemps eu le sentiment que c'était un parti où justement des débats et des discussions contradictoires permettaient quand même de faire vivre le parti et malgré tout d'avancer. Mais j'ai l'impression que là, c'est moins le cas. Oui, moi j'ai souvent été minoritaire. Par exemple, je prends l'exemple de 2020. J'avais signé le serment de Romainville en tant qu'élu. Et donc, le serment de Romainville demandait à ce qu'il y ait un candidat unique. Donc, j'étais contre la ligne, puisque Yannick Jadot était le candidat. Et donc, à un moment, il y a eu des velléités, mais au moins, il y a eu des discussions. Et heureusement que j'avais signé le serment de Romainville, puisqu'après, ça a permis de faire le trait d'union, parce qu'ils avaient arrêté de discuter avec les Insoumis. Et nous, on continue à discuter avec tout le monde, parce qu'on pensait qu'il fallait faire un truc unitaire. Et il y a eu la NUPES. Et au moment de la NUPES, on est venu me chercher pour faire les négociations programmatiques. Parce que j'ai fait pas mal de négociations programmatiques. Donc, ça veut dire qu'il y avait ces discussions. Et que même, donc, si j'étais pas dans la majorité, alors à l'époque, c'était
Julien Bayou, si je n'étais pas dans la majorité, on revenait quand même chercher toutes les compétences, toutes les forces pour arriver à faire progresser l'écologie. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est-à-dire qu'ils s'enferment donc dans une sorte d'impasse au lieu d'aller chercher toutes les forces pour faire avancer l'écologie. Et là-dessus, ils vont au suicide. Et justement, est-ce que finalement le programme du NFP tel qu'il avait été discuté en 2024, aujourd'hui, pour Marine Tondelier, il n'est plus valable? C'est plus ce qu'elle décide de suivre avec le parti? Qu'est-ce qui ne lui plaît plus dans ce programme sur lequel vous étiez plus ou moins tous d'accord à gauche? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est dire que même les 21 propositions n'ont même pas été discutées en interne. Ils sont sortis à travers un communiqué de presse. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, y compris de son propre motion, ont dit « Mais d'où ça sort les 21 ? Pourquoi il faut toujours recommencer le même travail ?» Alors qu'il y avait une réflexion. Moi, j'étais en négociation programmatique. On avait réfléchi sur les questions de financement. Est-ce que la retraite à 60 ans, c'était possible ou pas? Quand on fait une vraie négociation sérieuse, on n'est pas que sur des titres pour un communiqué de presse. Puisque derrière, au moment de la NUPES, on pensait qu'on pouvait gagner et qu'on pouvait gérer le pays. Donc là, la question, c'est sûr que même la stratégie de Yannick Jadot, ils sont incapables de remonter la pente et de gérer le pays en 2027. Et ça, c'est une vraie aussi impasse méthodique de leur part. Vous dites justement vouloir une écologie de rupture qui parle au quartier populaire, loin du productivisme. Mais concrètement, en quoi votre programme pourrait être plus efficace pour le quotidien des gens contrairement à ce que, justement, cette Marine Tondelier propose? Alors ça, c'est une grande différence aussi qu'on a avec le parti, c'est que il n'y a pas que la question du discours, il y a la question des actes. Et nous, par exemple, on a fait une conférence de presse aujourd'hui, donc, avec Aliou Bounet et avec Manal Kelouk. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les gens concernés puissent parler, et pas uniquement des questions limitées aux gens issus d'immigration, mais de l'ensemble des sujets. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, il faut les intégrer dans le discours politique, mais on ne les met pas en position d'éligible ou on les met en position subalterne. Et ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler au nom des gens. On parle avec les gens. Et ça, pareil, là-dessus, nous, on pense que... Et on a eu plein de gens qui n'étaient même pas adhérents des écologistes. Aliou, qui était sur la liste du 10e arrondissement, qui était deuxième au nom des Verts populaires, lui, il n'était même pas adhérent des écologistes. Okay. Et donc, il était content. C'est-à-dire qu'on lui a donné sa chance parce qu'il avait toutes les compétences, il a fait des études, voilà, mais jamais on lui a donné la possibilité de pouvoir avoir une place éligible. Alors, malheureusement, donc, il n'a pas été élu, parce que ça a été un peu plus compliqué que ce qu'on avait prévu à Paris, mais deuxième, c'était tout à fait éligible. Justement, qu'est-ce que vous proposez de radicalement différent, notamment par exemple sur le pouvoir d'achat ou sur le logement? Quelles sont, chez les Verts populaires, des mesures ou des choix politiques qui pourraient être plus radicales que ce qu'on peut connaître, ou en tout cas qui pourraient intéresser le quotidien des Français? Mais déjà, si on mettait en œuvre le programme de la NUPES et NFP, qui n'est pas un programme révolutionnaire, si les gens qui avaient comparé le programme de 81 avec le programme de l'NFP, on était très en deçà de ce qu'on demandait à ce niveau-là. Aujourd'hui, le problème, c'est que la gauche, elle a besoin de victoire. C'est-à-dire qu'elle a besoin de revenir aux affaires et de pouvoir mettre en œuvre. Il y a eu tellement de saccages. Augmenter le SMIC, il faut arriver au pouvoir pour le faire ça. Si Lucie Castet donc avait été élue Première ministre, c'était un décret, ça passe même pas par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses aujourd'hui donc qui ne sont pas mises en œuvre. Et nous, c'est pareil, c'est-à-dire que on maintient en fait une histoire de l'écologie politique assez radicale contre le nucléaire. Et en fait, ce qu'on accuse aussi dans cette direction, c'est de mener plus de batailles anti-nucléaires. Ça fait combien de temps que les écologistes n'ont pas organisé une grande manifestation alors qu'aujourd'hui on lance l'EPR? On n'a pas de grande mobilisation contre les EPR alors qu'on a le plus grand programme de relance nucléaire en France depuis 20 ans. Où ils sont où les écologistes en tant que parti politique par rapport à ça? Donc en fait, on ne fait que maintenir en fait une tradition, un trait d'union. On comble un manque qui est créé par une direction défaillante. Vous le disiez tout à l'heure, vous ne souhaitez pas fusionner avec LFI, vous voulez garder votre indépendance. Est-ce que le fait de créer ce nouveau mouvement, c'est pas encore plus fragmenter la gauche, qui est déjà assez fragmentée, et finalement peut-être éparpiller les voix et éparpiller la force? Alors c'est une question qui nous a été posée à la conférence de presse qu'on a lancée aujourd'hui, qui est tout à fait légitime. En fait, nous, on demande que de faire ce qui n'est pas fait, c'est-à-dire on maintient la ligne du NFP. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand même ces 3 derniers mois, le fait qu'on ait permis à Macron de continuer sa politique parce qu'on n'a pas voté la motion de censure, c'est une catastrophe pour tout le monde. Nous, on demande uniquement de respecter cela. Et après, donc, faire croire aux habitants, et on l'a vu sur les élections municipales, qu'une partie des personnes ne comprennent plus ce qui se passe. C'est-à-dire que comment ça se fait que, si je prends le cas donc, de la fermeture des écoles et des classes, c'est la conséquence du budget.
Si certaines communes donc, ont moins de moyens, c'est parce qu'on a baissé la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État aux collectivités territoriales. Tout ça est une conséquence du budget. Si on fait des centres de santé, toujours, c'est une conséquence du budget. Et à mon sens, il faut être cohérent. Soit on est d'accord avec la politique nationale et on participe à ce gouvernement. Le Parti socialiste, s'il est d'accord avec ça, il n'a qu'à rentrer à la majorité au lieu de faire ça de l'extérieur. C'est-à-dire que ça brouille l'espace politique à la fois à gauche et à droite, où on n'est plus dans la logique, même pas de la Ve République, parce que normalement, on aurait dû le mettre Lucie Castet. Voilà. Nous, on rappelle en fait des évidences, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû exister en fait. On est là parce que ce qui aurait dû fonctionner ne fonctionne plus. Et justement, pour 2027, vous êtes pour une candidature unique à gauche, mais on voit bien que LFI, Jean-Luc Mélenchon, lui, ne veut pas d'une primaire, il considère qu'il doit y aller. On voit bien que de l'autre côté, que ce soit donc le Parti socialiste, ou Place publique, ou même les écologistes, sont peut-être pour une primaire. Qu'est-ce qui, pour vous, il faudrait faire ? Alors, sur la candidature unique à gauche, il faut faire attention. C'est-à-dire que nous, on n'est pas d'accord à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'en 2020, moi j'ai défendu la primaire populaire que LFI n'a pas soutenue, oui. Mais il y avait un programme, et y compris LFI avait participé sur la plateforme commune programmatique au départ. On n'a même pas ce début aujourd'hui, donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis depuis la primaire populaire, il y a aussi après eu la NUPES et la NFP, il y a eu une discussion. Il y a eu 15 jours de discussion sur la NUPES. La NFP, ça a été beaucoup plus rapide, mais il y a eu cette discussion. Pourquoi on n'a pas continué le travail de discussion qui avait été entamé ? Pourquoi on n'est pas allé plus loin au niveau de l'Assemblée nationale sur la question budgétaire ? Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait eu un budget qui était sorti à la commission des finances, qui était présidé par Éric Coquerel. Et à l'époque, ça ne posait pas de problème pour les socialistes de voter donc, ce qui sortit à la commission des finances par Éric Coquerel. Donc voilà, le problème aujourd'hui, il faut rappeler des évidences, des choses qui devraient fonctionner normalement. Donc on n'est même pas révolutionnaire, on est justement remettez donc de l'ordre dans la politique à gauche. Vous pensez, en tout cas vous espérez, que dans la dernière ligne droite, comme un peu ce qui s'est passé en 2024, les esprits vont un peu mieux réfléchir et se dire finalement, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille ensemble. Moi, j'ai toujours été optimiste. J'avais écrit un papier dans le Contretemps avant qu'il y ait la NUPES, donc à la personne ne veut parler. Je parlais à l'époque du PS jusqu'à LFI, okay. Et j'avais parlé d'éléments programmatiques. J'avais listé quelques points qui me semblaient de confrontation auxquels il fallait répondre. Donc moi, je ne suis pas pessimiste par rapport à ça. On l'a vu aux élections municipales. Chaque fois, les gens sont surpris. Mais le danger, on a vu ce qui s'est passé à la première partie de l'émission, ouais. C'est le Rassemblement national. Le problème, c'est pas LFI, le problème, c'est pas les socialistes, le problème, c'est le Rassemblement national. C'est vrai que si on fait référence au livre de Chapoutot sur les irresponsables, on voit tout qui se met en place. La responsabilité des médias, la responsabilité de la droite, la division de la gauche. En fait, on est dans cette situation-là. Donc, il faut faire attention, que ce soit du côté des Insoumis ou du côté de la gauche dite de Bagneux. Et aujourd'hui, il faut rajouter aussi, donc, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la gauche non mélenchoniste. Enfin, il y a deux gauches non mélenchonistes aujourd'hui. Il y a une de droite et une qui se revendique de gauche. Là-dessus, au milieu, il y a l'après qui dit qu'il faut encore faire avec LFI. Enfin, franchement, pour les électeurs et pour le peuple de gauche, de comprendre ce qui se passe, c'est un peu difficile. Le désir d'unité, il est là, il est à 70%, mais pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas faire croire que ce qui s'est passé au moment de la NUPES, moi je me rappelle bien au moment de la NUPES, la première chose qu'il a fallu faire avant de commencer à ouvrir les discussions, c'est qu'il y a eu des textes bilatéraux, PS, LFI, écologistes, LFI, c'était pas très compliqué, avant de lancer la négociation, sur lequel donc il y avait une remise en cause d'une partie de la période Hollande, parce qu'il ne faut pas oublier quand même d'où vient toute la catastrophe. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que Hollande, la déchéance de la nationalité, il y a tellement d'éléments qui sont catastrophiques dans ce qu'a fait Hollande, qui explique l'arrivée de Macron. Macron a été ministre de François Hollande, qui l'a empêché d'être candidat. Enfin, on a l'impression que l'histoire recommence à zéro et qu'on oublie le passé. Non, le passé, il est là. Les Insoumis existent en tant que force politique, ils l'ont montré au niveau des municipales, c'est les seuls qui ont progressé. Que la gauche divisée, ça ne fonctionne pas, et que quand elle arrive à se reconstituer, en quelques jours, elle a pu rattraper quelques villes où c'était mal parti, comme Lyon par exemple. Voilà, c'est ça la réalité politique de la France aujourd'hui. Et justement, chez les Verts populaires, là, le mouvement est très très jeune, hein. Oui. Il n'a que quelques jours. Vous êtes nombreux d'anciens écolos ou pas forcément, enfin d'anciens écologistes ou d'autres qui arrivent d'ailleurs
dans ce mouvement-là, à l'heure actuelle ? Alors, le texte qu'on a fait donc en 26 janvier 2026 donc, a été signé par à peu près 900 personnes. Là-dessus, donc, il y a différents groupes. Donc, il y a une partie donc, qui reste encore chez les écologistes. Parmi les moments de pression, il ne faut pas oublier qu'en fait, que la direction a suspendu tous les gens qui avaient signé le texte, même si ils ne partaient pas en dissidence. Heureusement, notre conseil statutaire, donc les instances juridiques internes ont aboli donc le délit d'opinion, ça n'existe pas, quand même, on a le droit quand même d'exprimer un désaccord qui en plus, nulle part il avait été écrit de partir avec les insoumis, c'était ça, donc ça c'est une partie qui reste encore, qui mène la bataille, comme Sandrine Rousseau l'avait pas signé, mais d'autres gens qui avaient signé restent là. Une partie donc était déjà en partance, d'autres qui ont été, on a accéléré le départ puisqu'ils ont été éjectés, et puis il y a aussi une partie donc d'anciens adhérents. Moi qui suis un ancien des écologistes, donc il y a plein de copains et de copines que je revoyais, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. D'un seul coup, ils se disent, nous on n'est pas insoumis, mais on est sur une gauche de rupture radicale, ce que ne font plus les écologistes. Voilà. Et puis il y a aussi donc des gens qui sont, bien sûr, qui sont pas chez les écologistes, qui ont signé aussi la tribune. Donc j'ai cité tout à l'heure Aliou Bounet qui n'a pas été chez les écologistes, qui nous rejoignent. Donc voilà. Pour le moment, donc, il faut quand même savoir si sur les 900, combien vont nous rejoindre, quels sont les nouveaux qui vont nous rejoindre. Là, à ce stade, donc, on a eu quand même des élus à Creil. On a quand même soutenu des bonnes dynamiques comme Creil. Personne ne pensait que Creil allait passer. Nous, on a soutenu Creil. Vouran-Velin, pareil, on a un copain qui est élu à Vouran-Velin. On a soutenu Vénissieux. Donc, on n'a pas soutenu beaucoup de villes, mais en fait, on n'a pas fait trop d'erreurs sur nos choix, puisque ces villes-là sont passées, personne ne pensait que ces villes pouvaient passer donc, à gauche, parce que... Ou à gauche. Enfin, oui, c'était à gauche, parce que beaucoup étaient partis socialistes. Enfin, Vouran-Velin, c'était... Bon, Vénissieux, c'est différent. C'est passé du PC à LFI pour des erreurs internes. Vouran-Velin, c'est passé du PS à LFI. Oui, mais c'était Hélène Geoffroy, qu'on ne peut pas dire. Oui. C'est quand même la droite du PS. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Glaise. Je rappelle, en fait, vous êtes membre du nouveau mouvement Les Verts Populaires. Merci de nous avoir présenté un peu votre ligne aujourd'hui dans notre émission Toujours Debout.